Notre première conférencière est Nadia Fauché, ici à ma gauche. Je vais l'introduire. Nadia Fauché œuvre depuis une dizaine d'années dans le milieu de la coopération internationale et avec des organisations de justice sociale. Diplômée de criminologie et relations internationales, Nadia s'est toujours intéressée aux enjeux de justice sociale au Canada et à l'étranger. À Interpares, elle est responsable du programme d'Interpares en Colombie et au Pérou depuis près de 5 ans, un programme s'intéressant principalement à la transition vers des sociétés plus justes et égalitaires à la suite d'un conflit armé. Nadia est aussi membre du comité directeur du groupe d'orientation politique pour les Amériques, une coalition de près de 40 organisations de la société civile canadienne qui s'intéresse aux questions de développement et de justice sociale dans les Amériques et à la politique étrangère canadienne dans les Amériques. Nadia est aussi engagée dans sa communauté pour la lutte contre la violence sexuelle faite aux femmes, est aussi dans l'organisation du Forum social de l'Outaouais. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Nadia. Bonsoir. Il me fait très plaisir de pouvoir vous parler ce soir en français. Et aussi d'avoir pu envoyer l'invitation de la présentation à ma famille qui est à Montréal et à Québec. Alors, peut-être qu'ils me regardent. Ça me rend un petit peu plus nerveuse. L'égalité, le thème principal de notre rapport annuel et de l'Assemblée ce soir, Rita vous en a glissé un mot un peu du contenu du rapport. Quand je faisais mes recherches pour me préparer pour ce soir, j'ai remarqué que c'était un thème qui était maintenant partout dans les médias. Depuis la crise de 2008, on a l'impression que tout d'un coup, c'est rendu d'actualité. Mais pour nous, Interpares, c'est allé depuis 35 ans. Il semble que la crise a finalement mis en évidence les conséquences des inégalités et elles sont maintenant identifiées comme une source de risque à la stabilité économique et sociale. Ça, nous aussi, on le savait déjà. On sait que la crise financière mondiale a touché la vie des gens. Dans les pays du Sud, la crise s'est exprimée à travers une réduction des envois de fonds de la part des travailleurs migrants à leurs familles, par une baisse des revenus d'exportation, par une hausse du taux de chômage, comme ici, et aussi une hausse importante du prix des aliments et de l'énergie. Depuis la crise, on estime qu'il y a au moins 130 à 150 millions de personnes de plus qui vivent dans la pauvreté et plus d'1 milliard qui vont dormir à chaque soir le ventre vide. Les chiffres font peur. Dans les pays du Nord aussi, on connaît, comme au Canada, on connaît les conséquences de la crise et des inégalités. Je pense que Armin va en parler un peu plus, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais ce que des recherches récentes nous ont démontré, par contre, dans le livre The Spirit Level, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est que les inégalités sociales et économiques croissantes, ce n'est pas seulement une question purement morale. Ça laisse aussi présager une grave crise sociale. Les données compilées dans les pays du Nord indiquent que des sociétés plus égalitaires auraient une incidence beaucoup moins élevée de problèmes de santé physique et mentale, de dépendance, de crimes, d'emprisonnement, de violence, et que de l'autre côté, des indicateurs du bien-être des enfants, par exemple, seraient plus élevés dans des sociétés plus égalitaires. Vous allez me dire, ça confirme ce que beaucoup d'entre nous dans la salle savaient de façon intuitive, mais là, on l'a sur papier. D'habitude, ça aide à faire des pressions. Ça nous montre aussi qu'une société égalitaire est plus heureuse, plus en santé, qu'on y trouve un niveau plus élevé de cohésion sociale, de confiance, d'engagement civique. Puis vous en déduirez comme moi que la solution à la crise, à ce qu'on a vécu dans les dernières années, est loin de résider seulement dans la croissance économique. Dans notre rapport annuel cette année, on ne présente pas seulement les conséquences ou la réalité de la disparité économique. On s'est aussi penché sur d'autres types d'inégalités sociales, comme les inégalités devant la loi, l'égalité entre les sexes ou les inégalités, et aussi la démocratie, parce qu'on pense fondamentalement que c'est nécessaire pour réduire les inégalités. Le rapport s'inspire donne différents exemples de comment nos homologues
au Canada et à l'étranger contribuent à ça. Puis c'est ce que je vais faire moi aussi ce soir en vous parlant du Pérou. Donc, je vous amène en voyage avec moi au Pérou, qui est un pays que je visite régulièrement. Pour ceux qui ne savent pas où c'est situé, c'est en Amérique du Sud, c'est sur la côte Pacifique, juste au nord du Chili. Puis Interpares y travaille depuis le début des années 90 environ. Un peu de contexte s'impose aussi. Le Pérou fut le théâtre de près de 20 ans de conflits armés, entre les années que ça s'est terminé au début des années 2000. La violence fut principalement perpétrée dans les régions excentrées du pays, loin de l'attention de la population urbaine qui est située dans la capitale, à Lima. Mais à l'instar de la majorité des conflits armés dans les Amériques, ce sont les profondes inégalités sociales et économiques qui font partie des causes structurelles à l'origine du conflit. Dans le cas du Pérou, on peut parler des disparités entre les zones urbaines de la côte, entre la zone dans la capitale Lima principalement, et la zone des Andes et de l'Amazone, où vivent principalement les peuples autochtones et les paysans. Ce sont eux qui furent le plus affectés non seulement par le conflit armé, mais qui encore aujourd'hui sont affectés par les disparités. Donc en novembre dernier, je me suis rendue dans la région de Huancavelica. S'il y a quelqu'un qui peut répéter les noms d'endroits à la fin de mon discours, on vous trouvera un petit prix. Donc j'ai été dans la région de Huancavelica, qui est située dans les Andes, qui est environ plus ou moins au centre du pays. J'étais accompagnée de deux de nos partenaires locaux, Sylvia Toledo et Maruja Bedoya, qui travaillent avec une organisation qui s'appelle Project Counseling Service. Le trajet est assez long, donc en partant de Lima, on part en voiture, on monte la première journée, on le fait en 2 jours. Sinon, ça serait un peu trop épuisant. La première journée, on grimpe jusqu'à 4800 mètres d'altitude pour passer un col montagneux, ensuite redescendre à une altitude un peu plus basse pour passer la nuit. Habituellement, on part tôt le lendemain matin pour se rendre à la ville de Huancavelica. Par contre, quand j'étais là au mois de novembre, ce matin-là, malheureusement, on a fait un petit détour inattendu par le commissariat de police. Alors, à l'heure du déjeuner, alors qu'on était prêt à partir, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ma chambre d'hôtel et est parti avec mon ordinateur et la caméra. Donc, malheureusement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo ce soir, puisque c'est quelqu'un dans la ville de Huancayo qui a mon appareil photo en ce moment. L'arrêt par le commissariat de police, par contre, était intéressant pour moi. C'était la première fois que j'avais cette expérience-là au Pérou. Puis surtout la façon dont on a traité ma collègue Sylvia, parce que moi, je suis étrangère, donc on me traite bien, mais Sylvia, qui est à peu près haute comme ça, mais qui est avocate et qui en a dedans, comme on dit par chez nous, donc qui ne s'en laisse pas imposer, et qui essayait de faire avancer les choses, et la façon dont on lui a répondu, la façon dont les policiers ont carrément nous ont tassés et ne répondaient pas à nos questions. Moi, j'allais seulement dénoncer un crime commun, le vol d'un ordinateur. Imaginez une femme autochtone qui vit une double discrimination et qui essaie d'aller dénoncer un crime contre la personne, de violence conjugale ou autre. Donc, ça a été une expérience qui m'en a révélé beaucoup. Donc, finalement, après 4-5 heures, on réussit à partir. Puis, on réussit à faire le trajet de jour pour se rendre jusqu'à la ville de Huancavelica, ce qui est fortement recommandé. La ville où on travaille, de Huancavelica, fait partie d'une des régions les plus pauvres du Pérou et qui a aussi été profondément affectée par le conflit. Là-bas, on avait différentes rencontres, dont une avec une jeune demoiselle qui s'appelle Elsa. Elsa travaille pour une organisation locale qui s'appelle Manuela Ramos. Le rôle de Elsa et de Manuela est entre autres d'appuyer les conseillères, donc les femmes qui ont été élues au sein des conseils municipaux, régionaux et provinciaux de cette région-là. J'ai rencontré, en fait, c'était la deuxième fois que je rencontrais Elsa. La première fois, c'était il y a 4-5 ans, lors de ma première visite. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 rencontres-là se produisaient juste après une élection au niveau régional. Donc, il y avait des nouvelles conseillères qui venaient d'être élues. Lors de ma première visite, il y a 5 ans environ, c'était l'optimisme régnait, la fierté régnait quand elle nous parlait du travail du réseau, parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de 100 femmes qui venaient d'être élues au niveau des différents conseils.
Donc, il y avait beaucoup de travail à faire. C'était entre autres, ce résultat-là est entre autres dû au fait qu'il y a une loi de quota au Pérou, donc qui impose un pourcentage minimum de candidates féminines sur les listes électorales. Puis ils ont un système d'alternance, donc les femmes ne se retrouvent pas en bas de la liste nécessairement. Il y en a qui rentrent automatiquement, vu qu'on alterne un homme, une femme, un homme, une femme. Sauf que c'est intéressant, cette loi de quota-là, elle existe dans d'autres pays aussi, mais pour qu'on puisse vraiment avoir des résultats transformateurs qui viennent de cette politique-là, on a besoin d'un accompagnement de la société civile pour aider ces femmes-là à transformer les relations de pouvoir qu'elles vivent au sein des conseils municipaux et de façon générale dans leur vie. C'est ce que le réseau qu'Interpares appuie, fait. Donc, elles offrent de la formation, elles offrent de l'accompagnement et du soutien. Ces femmes-là sont souvent isolées. Il y a une conseillère dans un conseil municipal ou une municipalité qui est à 3 heures de marche de l'autre, donc elle ne se côtoie pas de façon naturelle. La formation, l'accompagnement, le soutien est nécessaire pour leur permettre de défier les rôles traditionnels qui leur sont imposés de la part de leurs collègues masculins. Parce que, sans aucune surprise, le rôle de certaines de ces conseillères peut se résumer à servir les boissons lors du conseil. Parfois, on ne les appelle même pas quand les réunions du conseil sont convoquées. Et le pire, parfois leur mari, qui n'est pas élu, va prendre la parole à leur place. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Par contre, le travail de base qui se fait à ce point-là, c'est là que ça commence à transformer les relations de pouvoir. C'est pour ça que je voulais vous présenter cet exemple-là. Je crois qu'on contribue vraiment à encourager une participation juste et équitable des femmes autochtones et des femmes quechua à la politique péruvienne et aussi à la gestion des municipalités. Et on leur permet d'avoir une voix au chapitre. Donc, quand je suis retournée en novembre dernier, en novembre 2010, on avait les résultats des élections qui venaient de se faire au mois d'octobre. Malheureusement, le niveau d'énergie avait beaucoup diminué. Tout était à recommencer. Toutes les conseillères qui avaient été élues il y a 5 ans, il n'y en avait aucune qui avait été réélue, même celles qui avaient demandé un second mandat. Il y a des femmes qui ont été élues, mais c'est aucune de celles qui avaient demandé à être réélues. Je pense que ça parle beaucoup. C'est court comme période, 4-5 ans, pour vraiment essayer de transformer les choses. On a besoin d'une continuité. Il y avait beaucoup de déceptions, naturellement, mais malgré le découragement évident, Elsa, que j'ai rencontrée encore, et son organisation étaient déterminés. Ils avaient un plan très solide pour s'assurer que les anciennes conseillères pourraient transmettre les connaissances aux nouvelles conseillères. Puis, ils ne sentaient pas que c'était à recommencer, oui, mais ça valait la peine. Je trouve que c'est un modèle intéressant parce qu'on combine une politique publique avec un accompagnement de la société civile et c'est ça qui nous permet vraiment d'avancer et de transformer les choses. Donc, le lendemain de cette rencontre-là, j'étais un petit peu déçue naturellement. On reprend la route avec une autre organisation qui s'appelle CISAI, avec laquelle on travaille aussi, avec un des employés de l'organisation qui s'appelle Rigoberto, qui nous amenait visiter la communauté de Julcamarca. Julcamarca, on se dirigeait vers le sud, on s'est promené. Pour se rendre jusqu'à la communauté, on se promène pendant plusieurs heures encore sur des routes sinueuses, sur les plateaux andins. Il y a une communauté ici et là, mais on voit surtout beaucoup de troupeaux de lamas, alpagas, moutons, etc. Donc, pour vous donner un peu l'image, on monte, on descend, ça tourne. Moi, j'ai le mal de cœur en voiture, fait que c'est pas trop évident, mais bon. En arrivant dans la communauté pour décrire un peu comment ça se passe dans le contexte dans cette région-là, la communauté de Julcamarca est une communauté qui est située très près de la région de Ayacucho. Et Ayacucho, c'était le centre du conflit armé, puisque c'est de là que provient le groupe armé Le Sentier Lumineux. Donc, dans ce coin-là, la population s'est rapidement retrouvée coincée entre l'armée péruvienne et le Sentier Lumineux. À la fin du conflit, il y avait
plus de société civile, les liens de confiance étaient rompus dans les communautés. Il y avait beaucoup de travail à faire pour rebâtir. Puis en plus de ça, après un conflit armé, les moyens de subsistance sont détruits. Donc, on repartait de zéro. Et c'est ce que CISAI a fait depuis la fin du conflit. Ce qui est intéressant dans leur approche, c'est que même si c'est une organisation qui vise à favoriser le développement économique de la région, donc à remettre les gens sur pied, ils le font à travers la construction de la société civile. Donc, pour parvenir à reconstruire une société plus égalitaire qu'avant, hein, parce que si vous vous rappelez, je dis qu'une des raisons du conflit, c'est les causes structurelles, les inégalités. On ne veut pas revenir à ce qu'on avait avant, on veut quelque chose de mieux. Eux, leur approche, c'était de commencer par reconstruire la société civile, de travailler avec les groupes de femmes, de travailler avec les groupes de jeunes, de travailler avec les paysans, mais pas de façon individuelle, de les encourager à former leurs organisations pour qu'ils puissent ensuite être leurs propres acteurs, dialoguer avec le conseil municipal, avec le conseil régional, pour proposer des changements à la façon dont ils gèrent leur vie et leur communauté, principalement. C'est dans ce contexte-là que CISAI aide les gens de la communauté de Julcamarca à participer dans un processus qui s'appelle le budget participatif. L'État péruvien, à la fin du conflit, au début des années 2000, a mis en place une série de mesures pour adresser les causes du conflit. Si vous êtes familier avec l'Amérique latine, vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui existent là-bas, mais il y en a très peu qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est un autre cas où est-ce que le cadre législatif existe. Tout le monde, tous les niveaux de gouvernement au Pérou sont obligés de faire un budget participatif, c'est-à-dire de consulter la population quand ils font leur budget annuel. Vous allez me dire, c'est impressionnant. En fait, je crois que à ma connaissance, c'est le seul pays qui a une loi comme ça. Naturellement, c'est un processus qui est lent à mettre en œuvre. C'est pas mis en œuvre de la même façon partout. Puis à chaque année, c'est un processus qu'il faut recommencer. La loi existe depuis 2003, donc dans la plupart des endroits où on travaille, ça fait environ 6 ou 7 ans qu'à chaque année, on passe à travers ce processus-là. Quand on parle des inégalités, des disparités économiques, de pouvoir avoir la chance de mettre en œuvre un budget participatif, c'est une mesure assez importante pour transformer les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent. Ça veut dire qu'ils peuvent proposer des projets pour faire les investissements qu'ils veulent dans leur communauté. S'ils sont plus intéressés à investir dans l'éducation ou dans l'agriculture, théoriquement, ils pourraient le faire. Ça ne se passe pas toujours de cette façon-là, les règles du jeu sont assez complexes. Donc, il y a un besoin d'être accompagné, d'un accompagnement par les organisations comme CISAI, comme Interpares, pour assurer que les populations locales peuvent participer pleinement. C'est ce qu'on a fait dans la région de Julcamarca. On est, par exemple, concrètement, ce que ça veut dire, c'est aider les organisations à s'inscrire, parce qu'elles doivent être inscrites dans un registre spécifique. Le modèle pour soumettre des projets est aussi assez complexe, donc on les aide. On travaille avec des paysans quechua là, qui non seulement ne parlent pas l'espagnol, mais n'écrivent pas non plus. Donc, il y a tout un accompagnement qui doit être régi à chaque année. Puis, en plus de ça, aussi, il y a un accompagnement qui est fait pour s'assurer qu'il y a un suivi. Donc, des fois, ce qui se passe, c'est que les projets sont approuvés, puis ensuite, pouf, l'année d'après, il n'y a rien qui est mis en œuvre. Donc, il y a une société civile forte. C'est les exemples, les résultats qu'on voit, on les voit dans les communautés, dans les régions où la société civile est là. Elle est forte, elle veille au grain, elle est présente. Si elle n'est pas présente, il y a des risques que les politiques ne soient pas mises en œuvre et qu'on n'ait pas le pouvoir transformateur qu'on pourrait avoir. Donc, l'expérience du budget participatif, les 2 expériences que je vous ai parlé, je pense que c'est des exemples à suivre qui ont un grand potentiel et ça part de la base. On travaille pas au niveau, on travaille aussi au niveau national, mais
on doit partir de la base si on veut vraiment transformer les conditions pour réduire les inégalités, autant dans des relations hommes-femmes, la participation politique, que les disparités économiques. Ils ont les outils là-bas et puis nous, on les aide à les mettre en œuvre. Vous allez me dire, ben, toi, qu'est-ce que tu fais au Canada pour faire changer ça? Mon rôle ici, à Ottawa, c'est surtout de m'assurer que les politiques du gouvernement canadien, entre autres la politique étrangère, ne va pas contribuer, ne va pas avoir un impact négatif. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est que la stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement en place met l'emphase sur les intérêts économiques canadiens dans les Amériques. Et ça se fait en ce moment au détriment. Donc, on ne se pose pas la question, est-ce que les politiques qu'on met en œuvre, est-ce qu'elles vont contribuer à réduire les inégalités entre le Canada ou le Pérou ou à les augmenter? Donc, mon rôle ici, c'est aussi de faire ce suivi-là, d'être engagé dans les coalitions. On ne le fait pas tout seul, naturellement, d'être engagé dans les coalitions qui le font. Puis c'est quelque chose que naturellement, on va continuer. Fait que pour conclure, je vous dirais que Armin va vous parler un petit peu plus du Canada, mais ce que je vais donner ce soir, c'est 2 exemples concrets de comment on peut changer les choses et comment on le fait depuis presque une dizaine d'années au Pérou. Merci.